En gros, on essaye de chercher le CV avec une motivation optimale. En gros, on cherche un prototype qu'on copie, qu'on colle, ce qui fait que, bon, après, à un moment donné, les recruteurs sont en face d'une multitude de CV qui sont quasi identiques et surtout d'une multitude de lettres de motivation qui aussi sont identiques. Alors que le but, en tout cas, d'un entretien, le but d'une candidature, c'est de réussir, particulièrement de la candidature, c'est de réussir à se démarquer. Parce que si on ne se démarque pas, ça veut dire qu'on est jugé de la même manière que les autres. Et là, on se tire déjà une balle dans le pied. Parce qu'il suffit que l'autre personne ait fait une chose en plus, c'est-à-dire un stage en plus, une formation en plus ou quelque chose en plus, que là, le recruteur, bien évidemment, dans un bon sens absolu, va choisir cette personne-là qui donc aurait des éléments objectifs supérieurs, en tout cas, aux nôtres. Donc, raison pour laquelle, sur la lettre de motivation, et Aude a eu raison de le dire, on va surtout insister sur la lettre de motivation parce que d'une certaine manière, c'est le préambule à l'entretien. Parce que c'est de par la lettre de motivation que le recruteur va connaître, on va dire, les candidats, et c'est aussi ce qui va le conforter, qui va conforter le recruteur. Soit on le fait qu'il laissera une chance au candidat pour que ce candidat vienne à l'entretien, ou au cas contraire, pour qu'il dise qu'il va le conforter dans son choix de dire que non, ce candidat n'est pas suffisamment adapté, en tout cas soit à la formation, soit au poste, etc. Généralement, on a une vision qui est assez tronquée de la lettre de motivation et du CV parce que la plupart du temps, on pense que le CV, où on se dit, et à juste titre, que le CV et la lettre de motivation sont des éléments pour se survendre, c'est-à-dire pour des éléments qui vont permettre qu'on mette des choses sur papier, des choses qu'on n'a jamais fait. Déjà, donc généralement dans le CV, on va s'inventer des postes qu'on n'a jamais eu à faire, on va s'inventer des expériences qu'on n'a jamais eu, et surtout dans la lettre de motivation, on va s'inventer surtout des motifs, des motivations qui ne sont pas nôtres. Je donne un exemple très simple. Vous postulez, supposons, je prends un exemple très simpliste, que vous postuliez pour un job, mais vraiment un job étudiant, pas un job professionnel. Dans le job étudiant, si vous allez postuler pour un job étudiant et que, je dis n'importe quoi, un job comme caissier par exemple, et que vous postulez en disant que voilà, être caissier c'est votre passion, alors que ce n'est pas le cas, déjà, ça se voit très bien, ça se voit très vite que une chose que beaucoup de personnes ne font pas, c'est titrer le CV. C'est-à-dire, en principe, lorsqu'on a le CV, il faut que le recruteur, dès qu'il prend le document, en haut, il sache exactement pourquoi est-ce que vous postulez, qu'est-ce que vous recherchez. Parce que dites-vous quand même que le recruteur, il a peut-être 1100 ou en tout cas 500 CV à lire. Et si il ne sait pas exactement ce que vous cherchez, parce que peut-être également qu'il y a plusieurs postes qui sont à pourvoir. Donc s'il ne sait pas ce que vous cherchez, ça crée de la frustration et il pourra très simplement mettre le CV à côté. C'est la même chose pour les étudiants parmi vous, ou un peu les chargés de TD. On dit généralement que pour faciliter la tâche à un chargé de TD, il faut que la méthodologie soit impeccable. Parce que un chargé de TD, par exemple, un enseignant au sens général, il a peut-être 1000 copies à corriger. Et il ne va pas se mettre à chercher, à fouiner sur la copie de quelqu'un pour voir exactement ce que la personne est en train de dire ou ce que la personne veut dire. Il faut que tout soit explicite, il faut que les intitulés soient parlants. À l'entame du CV, la première chose à voir, bien évidemment après votre nom ou avant votre nom, c'est une question de style. La première chose à voir, c'est le titre. Pourquoi est-ce que vous postulez? Donc, soit candidature au poste de ou voilà, généralement c'est sa candidature au poste de ou à la formation de, etc. Ensuite, après le titre, une brève description de vous. C'est quelque chose qui est conseillé, alors c'est facultatif, mais je le recommande fortement. Fortement parce que ça permet, avant même de tomber sur la lettre de motivation, de savoir d'une certaine manière qui est-ce que vous êtes. Donc vous faites une brève description, une légère description de vous, en tout cas de votre profil qui cadre avec l'emploi. Parce que il est évident que une personne n'a pas qu'une seule personnalité. Vous avez vos centres d'intérêt, vous avez vos passions, vous avez X, Y, Z. Mais il faut que la description que vous aurez à faire soit une description qui montre que vous êtes la personne adaptée au poste ou à la formation à laquelle vous êtes en train de postuler. Donc première chose, formation. Ensuite, expérience. Parce que les expériences viennent, surtout dans le monde académique où l'on est, les expériences viennent soutenir la formation que vous avez déjà eu à engranger et que vous continuez, en tout cas à l'heure actuelle. Et donc, les expériences viennent soutenir la véracité de ces formations-là. Donc, après ces expériences, il y a des expériences, bien évidemment, qui sont dans le cadre académique, si vous faites un stage notamment. Vous pouvez également mettre donc, ces expériences que vous pouvez
partagées en deux, les expériences professionnelles et autres expériences. Donc dans les expériences professionnelles, comme je le disais, tout ce qui est stage, tout ce qui est voilà, voyage à but intellectuel, en gros à but académique, à but estudiantin. Et dans autres expériences, tout ce qui permet d'en savoir un peu plus sur la manière dont vous occupez votre temps perdu ou votre temps libre, tout simplement. Et après cela, les centres d'intérêt. Parfois, on ne s'en rend pas compte, mais un seul centre d'intérêt peut vous faire avoir un entretien. Je suivais une formation sur la même chose en CV, l'aide de motivation, et c'était quelqu'un qui était à Sanofi, un juriste senior à Sanofi, qui nous disait que il y a eu certains entretiens qu'il a réussi à avoir, en tout cas quand il était étudiant, parce que dans ses centres d'intérêt, il était donc dans une équipe de football. Et quand il a eu à mettre ça, le recruteur aussi était dans une équipe de football, dans l'équipe de Bordeaux, en tout cas aux côtés des jeunes de Bordeaux, l'équipe jeune de football de Bordeaux. Et ça a permis au recruteur, bien évidemment, de se dire, c'est quelqu'un qui fait la même chose que moi, donc je vais le voir en entretien, d'autant plus que son CV sur l'ensemble n'est pas dégueulasse, en tout cas est pas mal. Aussi, dans le CV, lorsque vous mettez vos formations ainsi que les expériences, c'est recommandé de faire un petit résumé. Alors, c'est une tautologie, parce qu'un résumé est censé déjà être petit. Mais c'est recommandé de faire un résumé des postes ou un résumé des expériences ou encore un résumé des formations. Par exemple, vous avez fait un Master 1 en droit des affaires ou un Master 1 quelque part et au terme de ce Master 1, vous avez eu à faire un mémoire. Vous mettez le Master 1 donc dans la formation et en bas, vous mettez mémoire en vous mettez l'intitulé de votre mémoire. Rien que ça peut permettre de montrer ça montre que vous avez quand même eu un travail assez rigoureux à côté ou pendant vos études. Et veillez à faire ce petit résumé là également de vos expériences. Ensuite, sur la forme. En gros, comme je vous le disais, la forme, c'est-à-dire l'artistique du CV, l'esthétique du CV, c'est vraiment une question de goût. C'est une question de goût, mais la chose commune à tous les CV, la chose commune, le besoin commun, l'inquiétude commune, c'est la clarté. Il faut que de par votre CV, on puisse savoir exactement, ok, je cherche les formations, c'est là. Je cherche les expériences, c'est là. Je cherche X, c'est là, c'est là, c'est là. C'est tout ce qu'on cherche. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est forme, il n'y a pas la meilleure forme possible. Non, il y a plusieurs formes. Tant que ces formes sont claires, au fond, vous n'aurez pas à vous inquiéter. Et aussi, dans ça, l'organisation signifie également le choix. Parfois, vous aurez à faire énormément de choses. Je ne sais pas où vous en êtes concrètement dans vos parcours respectifs, mais vous aurez à faire énormément de choses dans vos vies. Maintenant, par rapport à votre candidature, il vous faudra également faire des choix pour avoir suffisamment d'espace dans le CV, afin que ça ne ressemble pas à un cambouis, mais afin plutôt que ce soit quand même assez épuré. Vous voyez un peu ? Donc, je ne peux pas vous parler de CV sans vous montrer des éléments ou des endroits où trouver votre CV. Donc, avec Canva et Word, vous pourrez trouver la forme de CV qui vous correspond afin de faire quelque chose d'original. Par rapport au nombre de pages pour le CV, une question très intéressante, Madame Laetitia. Faites tout pour faire tenir votre CV sur une seule page. Dites-vous que le recruteur il faut faciliter la tâche au recruteur. Donc, une seule page, ça lui permet de voir le CV et 1, 2, 3, il voit les informations importantes et là, il sait exactement où vous classer. Alors que si c'est sur 2 pages, déjà, il aura la flemme de lire, il aura la paresse de lire, il sera déjà fatigué en voyant qu'il y a 2 pages. Voilà un peu. C'est très simple, hein. Si on vous donne un livre de 500 pages aujourd'hui, avant même de commencer à lire le livre, vous allez être fatigué. Rien que le fait de voir le livre, vous serez fatigué. Mais si on vous donne un livre de 20 pages, mais vous allez même vouloir le lire dès maintenant. Donc, restez véritablement sur un CV d'une seule page. Et aujourd'hui, et heureusement encore aujourd'hui, ces prototypes ces plateformes dont je vous ai parlé, donc Word et Canva, vous permettent d'avoir des formes, des prototypes, des modèles de CV qui vous permettent de tout mettre sur une seule page. Et si vous avez des expériences personnelles qui sont supérieures, en tout cas en nombre, aux expériences professionnelles, il n'y a aucun souci. Et c'est normal. On ne va pas attendre d'une personne qui est en L2 d'avoir autant d'expérience professionnelle qu'une personne qui est en thèse, par exemple. C'est totalement farfelu. Ce serait en tout cas farfelu. Donc, n'hésitez pas à mettre en avant vos expériences personnelles parce que ça montre également que lors de vos temps libres, vous ne croisez pas les bras. Et tout type d'entreprise, tout type de formation, tout recruteur a besoin d'une personne, au-delà même de la technicité, de la compétence, a besoin d'une personne qui sait se bouger et qui aime se bouger. Vous voyez un peu ?
Donc, il faut mettre ça en avant. Il ne faut pas avoir peur de mettre des expériences personnelles. L'important et le tout maintenant est de véritablement cibler afin que ce soit concis et précis, afin que vos expériences, en tout cas que vous allez avoir énoncées, soient précises et bien explicites. La lettre de motivation, en vrai, comme on dit, il n'y a pas de secret en soi. Bon, je vais prendre le fond et aller très rapidement. Et très concrètement, par rapport au fond de la lettre de motivation, on va voir les parties très simples. Première partie, l'objet. Pourquoi est-ce que vous faites cette lettre de motivation? Pourquoi est-ce que vous candidatez? Donc c'est là où c'est avec un profond engouement que je postule ou que je vous soumets ma candidature au poste 2 ou à la formation, un peu. Première, la phrase d'accroche. Ou ce que vous pouvez faire, et ça dépend également de la candidature. S'il s'agit d'une candidature spontanée, vous pouvez le mettre en avant. S'il s'agit d'une candidature suite à une offre d'emploi, vous devez même le mettre en avant. C'est-à-dire, si vous avez vu l'offre d'emploi dans un journal ou quelque part, vous commencez en disant que, en gros, vous mettez dans l'entame que cette candidature répond, vous adressez cette candidature dans le cadre de l'offre d'emploi qui a été publiée et vous mettez la date et les indicatifs, en tout cas les références. Et l'erreur que les gens font souvent, c'est de ne pas être suffisamment précis. Parce que dans une société, par exemple, il y a plusieurs départements. C'est la raison pour laquelle la précision est de mise. La précision est trop importante. Si vous n'êtes pas précis, on ne lira même pas la suite de votre lettre de motivation. Donc voilà. Donc d'abord, c'est l'objet. Ensuite, vous pouvez décrire votre situation. C'est les phrases dont, en gros, actuellement étudiant ou en tout cas actuellement en quête de, si par exemple vous êtes en recherche de quelque chose, actuellement en quête de ou fortement passionné par, ou un peu, en gros, vous décrivez votre situation actuelle. Cette situation actuelle qui montre que vous vous intéressez à la chose. Donc au début, vous montrez l'intérêt. Donc, la situation actuelle qui montre que vous êtes intéressé à la candidature, au poste ou à la formation à laquelle vous êtes en train de postuler. Ensuite, je vous recommande de mettre, en gros, d'avoir une rubrique, un paragraphe qui montre que vous avez pleine et entière compréhension des enjeux de la candidature. Je vais prendre un exemple que j'ai eu, par rapport à de motivation que j'ai eu à faire pour quelqu'un il y a quelques temps en informatique. La personne voulait candidater pour un poste en cybersécurité et pour une formation en cybersécurité. Et donc par rapport à ça, pour montrer que la personne comprend les réels enjeux de sa candidature, c'est montrer qu'elle comprend les réels enjeux du monde informatique d'aujourd'hui et surtout de l'ère informatique d'aujourd'hui, de cette ère informatique. Qu'elle comprend que le monde a basculé du tout au tout à l'informatique, ce qui fait que les sociétés, les entreprises ont des besoins. Des besoins en quoi? Des besoins en personnes qui peuvent concevoir des prototypes des systèmes informatiques, des personnes qui peuvent gérer les systèmes informatiques et des personnes qui peuvent sécuriser ces systèmes informatiques-là. Donc en montrant cela, vous montrez, en tout cas en mettant ça comme élément, comme argumentation, vous montrez que vous candidatez avec une certaine hauteur. Donc après avoir montré la compréhension des enjeux de la candidature, vous pouvez, et je vous recommande de faire, donc l'autre partie c'est la preuve de compétence. Donc au départ, vous montrez l'intérêt, ensuite la compétence. Pourquoi êtes-vous maintenant compétent? Alors, oui, vous êtes intéressé à la chose parce que vous comprenez les enjeux, d'accord. Maintenant, pourquoi on doit vous choisir vous? C'est le tout en fait qui va faire déterminer le choix de votre profil. Mais la preuve de compétence ici est exceptionnelle, c'est très important parce que c'est là que vous allez montrer que c'est très simple, hein, tout est dans le titre, c'est je suis compétent. Je suis compétent parce que ma formation m'a amené à ça. Je suis compétent parce que de par mes expériences professionnelles, j'ai pu avoir des qualités qui me permettent de travailler concrètement pour l'amélioration de votre entreprise. J'ai preuve de compétence parce que de par mes expériences personnelles également, j'ai réussi à développer des soft skills comme par exemple la gestion client. Et pour la preuve de compétence, il y a quelque chose et cette erreur que l'on fait souvent, c'est juste déposer le diplôme en disant je suis compétent parce que j'ai ce diplôme. Non. Vous n'êtes pas compétent parce que vous avez un diplôme. Vous êtes compétent parce que dans le processus d'obtention de ce diplôme-là, vous avez réussi à travailler certaines sphères intellectuelles qui vous donnent cette compétence.
Ça veut dire qu'au lieu de dire que j'ai un diplôme en master 1 droit des affaires et fiscalité, ce qui me rend compétent fiscalement, je vais tout simplement dire que dans mon parcours pour obtenir le master en droit des affaires et fiscalité, j'ai eu à travailler sur les modes d'imposition français. La manière dont le fisc français, enfin en gros les modes par lesquels le fisc français soumet le contribuable à l'imposition, les modes de recouvrement également de l'impôt, la manière dont il va aller collecter l'impôt. Donc il faut que vous puissiez mettre le doigt sur les éléments précis de votre parcours, de vos parcours respectifs, sur ces éléments précis qui vous permettent qui vous montrent en tout cas que vous avez une compétence. Donc ne dites pas juste j'ai le diplôme, ça ne sert à rien. Tout le monde a le diplôme. Et dites-vous généralement que quand vous postulez quelque part, il y a 10 000 personnes derrière également qui postulent, donc qui ont également le même diplôme. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce qui fait la différence, c'est principalement la manière dont vous avez réussi à vous approprier les matières, les cours, les informations que vous avez réussi à avoir, que vous avez eu pour obtenir le diplôme. Et au-delà de ça, les expériences personnelles ainsi que professionnelles qui font de vous le candidat compétent, le candidat idéal. Alors, deux dernières choses donc pour terminer la lettre de motivation, l'appel à l'action et la formule de fin. Appel à l'action, c'est-à-dire, je pense que tout le monde le fait déjà, hein, j'enfonce une porte grande ouverte. Au lieu de juste laisser le recruteur comme ça, vous lui dites très simplement, je suis convaincu qu'une simple lettre ne suffirait, alors il y a des phrases comme ça, vous pouvez l'aménager comme vous voulez, convaincu qu'une simple lettre ne suffirait ou ne saurait suffire à vous exprimer mon engouement, ma passion, mon intérêt mon intérêt pour cette formation, pour ce poste, je vous propose un entretien où je suis disposé à participer à un entretien, où je suis disposé à répondre à un entretien avec vous afin de vous montrer davantage mes motivations, afin de vous partager davantage mes motivations. En gros, l'appel à l'action, il faut que vous appeliez, il faut que le recruteur se dise « Ah, cette personne-là, voilà, elle est prête en tout cas à en découdre. » Et enfin, formule de fin. Un conseil, pas de formule de fin lourde. En gros, les sentiments les plus distingués, simples, surtout quand vous ne connaissez pas la personne en face. Les salutations respectueuses, ça passe. Les salutations distinguées, ça passe. Particularisez également vos formules de fin. Si vous candidatez en début d'année, particularisez. C'est-à-dire, tout en vous souhaitant à vos proches et vous, je dis n'importe quoi, en souhaitant à vos proches et vous, mes meilleurs voeux ou mes voeux de santé, ainsi que la force d'accomplir vos projets, je vous prie d'agréer mes salutations respectueuses. Vous pouvez particulariser la chose. Il y a quelque chose que j'ai eu à faire pendant la Covid et qui a très bien marché. C'est-à-dire, pendant la Covid, vous savez que c'était quand même assez compliqué, en gros, de trouver un boulot. Et donc, il fallait vraiment, c'est que déjà, c'était compliqué. Et parce que la Covid était quand même assez particulier, à chacune de mes lettres de motivation, à la fin, je disais toujours que, en vous souhaitant une excellente santé en cette période pandémique particulière, et je mettais la suite. Et ça marchait en tout cas. Vous voyez un peu? Donc, essayez de particulariser également vos fins, de ne pas juste, ne plaquez pas en fait juste des fins comme ça.